Depuis longtemps familiarisés avec les monuments antiques qui subsistent à terre, nous commençons tout juste d'explorer les vestiges du passé engloutis par la mer. Là, comme figés par un charme, gisent les reliques des civilisations perdues. Un casque, un collier, une jarre à vin, une sculpture de marbre prétendant encore à la vie. Le plus grand musée du monde se trouve dans la mer. Des profondeurs ont surgi des statues datant de l'âge d'or de la Grèce. Un jeune jockey, son cheval, et le bronze incomparable qui représente le dieu de la mer, Poséidon. Au large de l'île grecque d'Antikythère, l'équipe de la Calypso retourne sur le site où en 1900, des pêcheurs d'éponges ont fait la fameuse découverte d'une épave chargée d'œuvres d'art. Pour certaines statues, la découverte est venue trop tard. Leurs formes sculptées ont été à jamais rangées par les organismes marins lithophages qui attaquent toute pierre non recouverte par la vase. Utilisant des techniques modernes, les plongeurs de la Calypso espèrent ajouter d'autres bronzes rares à ceux qui ont déjà été arrachés à l'oubli. Comme des somnambules, ils nous contemplent par-delà les siècles, survivants muets de batailles gagnées ou perdues, de villes prospères et de villes pillées, de paix orgueilleuses sombrant dans le chaos. Est-ce que vous pensez, M. Yager, que cette pièce faisait partie du bateau, de l'équipement du bateau? Nicolas Zialouris, directeur général du Musée national d'Athènes, parle de l'astrolabe. L'une des plus surprenantes trouvailles archéologiques, ce morceau de métal corrodé ramené d'Antikythère, révèle une invention grecque dont l'existence n'avait jusqu'alors jamais été même soupçonnée. Les connaissances techniques et technologiques des anciens étaient de beaucoup plus développées qu'on pense en général. Capable de concevoir et de construire le plus ancien instrument à engrenage permettant de calculer le mouvement des étoiles, les Grecs, 100 ans avant notre ère, avaient la clé de la révolution industrielle et des calculateurs modernes. Ici, l'astrolabe perdu est resté enfoui pendant 2000 ans. Quels autres secrets, quels autres trésors attendent encore d'être délivrés de leur tombe marine? Sur les rivages et les îles de la mer Égée se dressent les pierres mutilées et les ruines laissées au cours de centaines de vies humaines. La plupart ont été bouleversées par les violences de la nature ou des hommes qui en ont paradoxalement épargné une petite partie. À mi-chemin entre la Crète et Cythère, où la légende a fait naître Vénus, se situe l'île d'Antikythère, à un carrefour maritime du monde antique. Bon, alors, d'Athènes à Anticythère, ça fait à peu près 6 heures de route, par beau temps. C'est là que sombra, au cours du 1er siècle avant notre ère, un bateau romain chargé d'œuvres d'art. D'où venait-il? Où allait-il? Nul ne le sait. En quête d'une réponse, Cousteau et ses plongeurs entreprennent des recherches systématiques.
Ils espèrent découvrir des indices qui permettront d'assigner à l'astrolabe une date plus précise dans l'histoire. Le chantier se trouvant tout près de la côte escarpée de l'île, le capitaine Gourlaouen doit prendre des dispositions exceptionnelles. Ici, le vent du nord, le Meltemi, en quelques minutes peut soulever une tempête furieuse. 2 ancres énormes seront mouillées au large. Une fois la Calypso en sécurité, Cousteau décolle pour une première reconnaissance aérienne de l'île. Anticythère, ce n'est qu'un rocher au milieu de la mer. Mais l'île porte encore les traces d'un passé qui remonte au-delà de l'histoire. D'antiques murs de défense sur les crêtes et de plus récentes clôtures de pierres sèches en terrasse. Sur tout cela ont déferlé les pillages et les conquêtes, œuvres des pirates comme des guerriers. Ensuite, au 1er siècle avant notre ère, passèrent les galères de l'armée romaine, envoyées pour écraser les révoltes des lointaines provinces de l'Empire. En particulier, les flottes de Rome pourchassèrent ce parvenu de Mithridate, qui fut à la fois un conquérant et un collectionneur. Il était installé à Pergame avec ses trésors artistiques. Mais après le sac de Pergame, que sont devenus ces trésors ? Jadis intensément boisée, l'île est aujourd'hui presque aussi nue qu'un os. Sur cet ancien slip glissaient les navires bâtis avec les forêts disparues. Sacrifiant l'avenir pour assurer le présent, les habitants de l'île virent leur commerce maritime prospérer un certain temps. Mais les générations suivantes eurent à souffrir d'un sol à jamais érodé et lavé par les pluies. Maintenue à distance du rivage rocheux par les ancres géantes mouillées au large, la Calypso est maintenant amarrée à la terre. 3 solides osières de nylon sont fixés à des câbles d'acier tournés sur des rochers saillants. Une fois raidies, elles assureront la sécurité du navire contre la mauvaise mer, mais pas contre de fortes tempêtes. Au centre de sa toile d'araignée, la Calypso se trouve maintenant juste au-dessus du site où les pêcheurs d'éponges firent leur première découverte, quelques 60 mètres plus bas. Cousteau échafaude avec les plongeurs des plans pour dresser un inventaire systématique du fond. En réalisant une mosaïque de photos, ils pourront établir avec précision une carte des trouvailles. Lui, il peut faire n'importe quoi. Il peut se balader en arrière, en avant. Il fait ce qu'il veut. Il fait des effets. Des effets de groupe. Il est admis que tous les objets exposés en tas sur le fond de la mer ont été récupérés lors des premières tentatives de 1901. Pourtant, ces efforts héroïques étaient limités par les moyens encore primitifs de l'époque. Avec un équipement moderne, Cousteau a l'intention de fouiller dans la vase pour rechercher les objets enterrés que les premiers plongeurs n'étaient en mesure ni de déceler ni de déterrer. Loin de la surface miroitante, par 55 mètres de profondeur, nous distinguons un fond en pente douce, jalonné de quelques roches. La lumière est grise, le paysage est triste. C'est ici sans doute que le navire a sombré. Mais où ? De la coque en bois, décomposée depuis longtemps, il ne reste aucun vestige. Ici et là, des fragments de poterie, des amphores sont prises dans le sable. Les jarres sont fragiles et ne résistent généralement pas longtemps à l'usage. Elles sont donc utiles pour dater une trouvaille archéologique.
mais c'est une trace verdâtre, un indice de bronze que je guette surtout. Tous les objets en bronze, même les plus belles statues, ont été fondus par les envahisseurs pour en faire des armes. Il ne reste pas plus de 2 douzaines de grands bronzes grecs. Et parmi eux, un plus petit nombre encore datant de l'âge d'or de l'art grec, le 5e et le 4e siècle avant notre ère. Avant de mettre en œuvre des engins puissants, nous explorons le site avec des précautions infinies. En nous servant de nos mains comme d'éventails, nous dispersons la vase et le sable, que l'eau entraîne comme la poussière dans le vent. Nous dégageons ainsi un morceau de bronze plat, puis plusieurs autres, reliques énigmatiques dont je ne peux deviner le caractère ou la fonction. Nous descendons 2 fois par jour à 55 mètres de fond environ et nous y travaillons 20 minutes. À chaque remontée, nous devons rester près d'une demi-heure sous la quille de la Calypso, par 3 mètres de profondeur, pour éviter les accidents de décompression. Je suis le premier à trouver cette attente pénible. C'est long, une demi-heure de palier. Falco rapporte les morceaux de bronze qui ont étonné les plongeurs. Ils sont rapidement identifiés comme des fragments de mobilier antique par l'archéologue grec qui se trouve à bord, Lazare Colonnas. Pas tout à fait ce qu'on espérait. Mais en fait, c'est du bronze. Fidèle ami de la première heure, Frédéric Dumas recommande à Cousteau de nettoyer de leurs incrustations les pièces de bronze avant que les animaux marins ne sèchent et durcissent. Convaincu que d'autres objets précieux restent encore enfouis sous le sable et la vase, Cousteau assemble une mosaïque photographique du fond qui servira de référence. Descends qu'on peut. Descends encore un peu. Pour activer les recherches, Cousteau a recours à un engin efficace, la suceuse. Bien que flexible, son tuyau spécial peut résister aux pressions de grande profondeur sans être écrasé. La suceuse se comporte comme un aspirateur, entraînant pêle-mêle en surface sédiments, concrétions, pierres et fragments de toutes sortes. Alimentée par un compresseur à bord de la Calypso, la suceuse entre en fonction. Comme des badauds devant un chantier de construction, quelques poissons poussés par la curiosité s'aventurent autour de la gueule de la suceuse, alors qu'elle dévore gravier et débris. Mais aucun d'eux ne se fait avaler. Le flot se déverse dans un grand tamis amarré en abord de la Calypso. Seul le sable et la vase passent à travers les mailles serrées. Ici, même les plus petits fragments de la cargaison du navire sont piégés et recueillis.
Dans le cas où, lors du naufrage, le navire se serait coincé contre un gros rocher caractéristique qui se dresse sur le site, les plongeurs explorent la pente qui s'étend au-dessous. Car lorsque le bateau s'est désintégré, une partie de la cargaison a pu culbuter assez loin, au-delà de la zone des principales découvertes. Cousteau s'apprête à utiliser la soucoupe d'une façon tout à fait nouvelle sur les lieux de la fouille sous-marine. La soucoupe plongeante peut rester plusieurs heures au fond. Grâce à elle, l'archéologue Colonnas pourrait surveiller les travaux, alors qu'en 1901, ses prédécesseurs restaient en surface, condamnés à faire confiance aux pêcheurs d'éponges. Aujourd'hui, la soucoupe est équipée d'une puissante pompe à eau et d'une sorte de lance à incendie sans recul pour objets enterrés dans le sable et dans la vase. Cousteau et Falco ont emporté avec eux une carte des défunts basée sur la photomosaïque, afin de situer avec précision toutes les découvertes. Travaillant en collaboration avec la soucoupe et son jet d'eau, les plongeurs récupèrent bientôt dans le sable labouré du fond un nombre croissant d'objets. Une petite lampe à huile qui a peut-être éclairé jadis une chambre de femme. Plusieurs pots et amphores à usage domestique. Tout est placé avec soin dans un panier utilisé comme monte-charge. Spécialiste chevronné des fouilles sous-marines, Dumas attend avec impatience le retour de chaque équipe de plongeurs. Les trouvailles sont aussitôt remises à l'archéologue Colonnas, qui les examine et les évalue. Toutes appartiennent approximativement au 1er siècle avant notre ère, période pendant laquelle la Méditerranée orientale était déjà dominée par la puissance romaine. En surface, le chaland de la Calypso déhale la soucoupe pour éviter qu'elle tosse contre la coque pendant les manœuvres de hissage. Parfaitement à l'aise dans son élément en plongée profonde, la soucoupe est une servitude encombrante sur le pont. Un peu comme au sol les albatros sont impotents. C'est le trésor de Rackham le Rouge. Cousteau,
émerge de la soucoupe, apparemment très confiant. Il explique à Lazare Colonas qu'il a remarqué quelques taches de couleur verte dans les sédiments labourés par la lance à eau de la soucoupe. Il est convaincu que d'autres pièces de bronze sont encore enterrées dans le fond, prêtes à être découvertes. So there must be bones everywhere. Jour après jour, la suceuse déverse un flot continu de sable et de pierres dans le tamis. Beaucoup plus bas sur le fond, les plongeurs font des sondages tests, creusant un endroit puis un autre pour une exploration systématique du site. Régulièrement, le contenu du tamis est déversé sur le pont. Comme des joueurs enragés, les archéologues et toute l'équipe grattent centimètre par centimètre dans les débris avec l'espoir d'y voir apparaître quelques trésors. Et ce sont des modestes trésors, souvent des fragments de quelques objets cassés qui apparaissent. Cousteau examine un doigt de marbre qui fait rêver à l'existence d'une plus grande sculpture. Regardez, monsieur Dumas. Oh, un autre doigt. Et voici encore un fragment de marbre, le pouce d'une main sculptée. Ça, c'est le pouce. On ne doit pas être loin de la statue, hein. Oui, oui, il s'approche. Ah oui, regardez, il y a bien, là. Ah oui, c'est le pouce. On a le pouce et le petit doigt. Maintenant, parmi les débris apparaît un petit bloc de métal concrétionné. Aucune forme ne peut indiquer son identité ni sa fonction. Pourtant, il est soigneusement mis de côté, dans l'espoir qu'après avoir été nettoyé, il pourra fournir quelque indication scientifique. Pour les archéologues, rien n'est indifférent. Un autre objet a une valeur plus évidente. Un mystérieux ornement, en or finement ciselé, qui a la forme d'une petite coupe. Show me. What is it? On va trouver la pierre, mais... Peut-être qu'il y en a d'autres là, maybe other ones. Sortir ça. Une main. Un pied. Une main de marbre, puis un pied trouvé par Falco, provoque un moment de déception, car ils ont été endommagés et brisés. Il y a des moments de découragement lorsque les plongeurs ne trouvent plus rien. Mais il suffit que la suceuse révèle une surface plus dure qui a l'éclat du marbre pour remonter le moral. Fébrilement, Ivan Giacoletto creuse le sable et dégage un bras de marbre grandeur nature.
il griffonne un message sur une sorte d'ardoise pour faire part de sa trouvaille et demander qu'on lui fasse descendre un panier. On va voir ce qui nous a marqué dans la plaque. J'ai trouvé le bras d'une statue en marbre. Raymond, monte le panier. C'est lourd? C'est pas léger. Hein? C'est pas léger. Dégage, dégage. Sur le pont, la nouvelle provoque un mouvement d'émotion. Et si on approchait du reste de la statue, chacun rêve. Bien que terni, le bras, un bras de femme sans doute, a été préservé des ravages des lithophages par son enfouissement dans la vase. Tandis que Colonne s'examine la trouvaille, Giacoletto se tient auprès de lui en souriant fièrement. Il est le jeune explorateur étalant les trésors exotiques qu'il a rapportés des contrées lointaines. Comment il était placé? Il était, tenez-le bien, il était comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça sortait? Non, ça sortait pas, c'était la Suisse que c'est sorti. Juste cette partie-là. Sans aucun signe précurseur, un furieux coup de vent oblige la Calypso à interrompre immédiatement toute opération. Comme une évocation de la tempête qui a jadis écrasé un navire romain sur cette même île, l'ouragan qui se lève du nord-ouest soulève la mer contre les rochers du rivage. Sur la passerelle, Cousteau évalue la force croissante du Meltem. Sa violence a drossé à la côte des navires beaucoup plus grands que la Calypso. Pour fuir la tempête avant qu'il ne soit trop tard, Cousteau donne l'ordre aux hommes du chaland de trancher immédiatement les haussières du nylon aux extrémités et de laisser en place les élingues d'acier qui pourront peut-être resservir. Comme un oiseau fuyant devant le vent, la Calypso aussi prend son vol. Sous l'assaut des vagues, elle abandonne les grandes ancres du large et se dirige vent arrière vers la pointe nord-ouest de la crête, où 6 heures plus tard, elle trouvera un abri précaire. En attendant que la tempête s'apaise, Colonnes montre à Falco le catalogue qu'il a soigneusement dressé des trouvailles. Pièce par pièce, les plongeurs de la Calypso ont accumulé une collection d'antiquités extraordinairement variées. Une jolie petite lampe alimentée jadis à l'huile d'olive. Un lacrymal, destiné à recueillir les larmes. Un objet charmant pour mesurer la douleur d'une veuve.
La petite coupe d'or ciselée, déclare maintenant Colonnas, était sertie sur une pierre précieuse. Elle faisait partie d'un collier semblable à celui exposé au musée de Nicosie, à Chypre. Le petit bloc de métal maintenant en partie nettoyé s'est révélé être comme une pile de monnaie agglomérée par l'action chimique de la mer. Tandis que la tempête se calme, la Calypso reprend son poste d'amarrage au-dessus de l'épave romaine. Une fois de plus, les plongeurs reprennent leurs recherches. Après une journée de fouilles infructueuses, il dégage profondément enterré un crâne humain, qu'il ait été amiral ou légionnaire, gabier ou esclave. Embarqué voici 2000 ans sur une galère naufragée, il n'a plus ni nom ni grade. Malgré notre émotion, les restes de ce confrère de l'Antiquité ont aujourd'hui bien moins de valeur que le chargement de son navire. Une intéressante découverte. D'énormes clous de bronze, jadis enfoncés dans des chevilles coniques de bois dur, procédé utilisé pour riveter les coques des bateaux antiques. À peine sous le sable, les plongeurs trouvent une portion de pont du navire sur lequel ont marché des Romains. C'est cependant une découverte éphémère. Protégées uniquement parce qu'elles étaient enterrées, les planches de bois ne se conservent que quelques semaines si elles sont exposées à l'air. Seul un traitement chimique appliqué immédiatement pourrait éviter leur destruction. Georges Papathanasopoulos, euphore de l'archéologie sous-marine en Grèce, arrive d'Athènes. Avec Cousteau, il examine les planches du pont et quelques-uns des objets récemment remontés du fond. Pour la plupart, ce sont des fragments de pièces importantes, probablement brisées. Grosseur wie naartoe. Jambes. Malgré l'espoir que la plupart des morceaux aient appartenu à une seule statue, les membres de marbre proviennent des sculptures différentes. D'autres fragments sont examinés. Albert Falco sert de mannequin pour la crête d'un casque de bronze.
Avec ça, on devait plonger. C'est pas tous les jours qu'on coiffe une crinière de bronze. Tout ce qu'on a trouvé intéressant, les bijoux... Au carré, Cousteau examine encore la mosaïque photographique du fond, sur laquelle chaque objet découvert a été situé avec précision. Les bijoux, les monnaies, les poteries, les fragments de verre incrustés, les morceaux de marbre. Le bras, où est-ce qu'on a trouvé le bras? C'est à côté du rocher rond, à droite, à côté du gros morceau de bois. Ça, c'est le bras de marbre. Un bras de marbre. Bon, mais alors, les piles de pièces de monnaie, où est-ce qu'on les a trouvées? Mais où sont les bronzes qu'il est si désireux de trouver et dont il est convaincu qu'ils sont cachés là? Les photos ne donnent pas d'indices. Ont été trouvés là, entre la falaise rocheuse et ces blocs de roche ici. Et dans cette région, les bijoux, en 3 endroits, donc il serait intéressant de continuer les recherches par ici. Au cas où des objets de valeur y seraient emprisonnés, même de grands blocs de sédiments consolidés, durs comme des pierres, sont élingués et hissés à la surface. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un bloc, c'est le filet, c'est un des gros blocs. Hey. Attention, Soudain, les langues dérapent. Chacun se souvient de l'accident désolant de 1901. En sortant de l'eau, un magnifique cheval de marbre, un câble à céder, laissant retomber la grande statue dans les abysses, sans espoir de la retrouver. Espérant briser le rocher le long de ses fissures et laisser intact tout objet qu'il pourrait contenir, les chercheurs s'attaquent à la pierre. Au début, le marteau ne révèle rien. Puis, ce n'est pas un bronze, mais une poterie qui apparaît et qui est finalement dégagée. On voit bien le clou qui vient depuis assez loin, qui va jusque là, dans sa cheville de bois. Plus bas, sur le fond, l'un des plongeurs a décelé un bord rectiligne qui n'a pu être taillé que de main d'homme. Peu à peu, un objet de pierre, une sorte de boîte carrée, émerge du sable. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la base d'un ornement ou d'une statuette? Pensant qu'un objet complémentaire pourrait se trouver tout près de là, Yvon Giacoletto sonde la zone environnante, tandis qu'un autre plongeur tient les lampes. Alors, lentement dégagée de la roche et du temps, émerge la petite silhouette de bronze d'un antique pugiliste. Insensible aux organismes qui détruisent le marbre,
le bronze se couvre simplement d'une mince couche d'oxyde qui le protège d'une corrosion plus profonde. Cette couche éliminée laissera la pièce dans son état primitif. Sur la plage arrière, Cousteau et Colonna s'examinent avec curiosité l'objet rectangulaire. Vous êtes attaqué par ça ou le socle? Puis, dans l'enthousiasme général, ils contemplent la récompense de leurs efforts. Ceux qui l'ont trouvé ne cachent pas leur fierté. Il est évident que la pierre carrée ne peut être le propre socle de la statue. Il serait disproportionné. Ce qui manque probablement, c'est un disque, une base pivotante. Sur un tel socle, des statues étaient orientées vers l'hôte de marque, ou peut-être tournées pour que la lumière puisse révéler quelque nouvel aspect de sa forme. Les artistes grecs ne manquaient pas d'un public de connaisseurs. Tandis qu'on nettoie la statue, les plongeurs retournent au fond dans l'espoir de nouvelles découvertes. Il y a l'éclairage? Près de l'endroit où le petit boxeur a été trouvé, les plongeurs fouillent encore dans la vase durcie. Taillant avec précaution dans le conglomérat, ils mettent à jour une portion de forme sculptée. Une fois de plus, le fond de la mer livre une partie de ses trésors. Cette fois, c'est un effet en bronze, d'une taille très voisine de celle du boxeur découvert précédemment. Sur un fond de ciel crépusculaire se profile un messager silencieux, issu de notre passé. Comme des entrepreneurs qui comptent leurs profits, l'équipe de la Calypso passe en revue une partie des trouvailles. Les boucles d'oreilles, ornées de 3 pierres précieuses, avec une petite figurine d'Eros en or, un petit bras de bronze dont personne ne sait à quelle statue il appartient. La main, et ça va presque jusqu'à l'épaule. Hein? About the same size as the other ones. Same size, about that high. Là, ça va là, hein. Et ici, il y a un... Et toi? Was? Ich habe, das ist eine... Ja, ja, Höhle. Ja, ja. Sans prix,
parce qu'ils sont irremplaçables, ces objets auraient pu être perdus pour toujours. Mais comme une image ou un son dont on se souvient brusquement, ils ont été rendus à la vie. De nouveau, ils nous appartiennent. Il y a 2000 ans, une femme a porté ses bijoux, peut-être au jeu du stade ou au théâtre, pour une représentation de Médée. Florette, vous avez vu la petite dame Florette? Oh, Gervais Mendelssohn, Spector. Ce vase miniature était rempli de précieux parfums d'Arabie. Ces monnaies, dans combien de mains sont-elles passées et pour quelles denrées ont-elles été dépensées? Tous sont comme des murmures du passé. Depuis l'Antiquité, bien des étrangers ont envahi la Grèce pour voler ses œuvres d'art, piller ou détruire. À la Calypso revient l'honneur d'être un des rares navires qui a ramené à Athènes le butin des pillards. De retour à Athènes, des cales de la Calypso est remonté un éblouissant assortiment de précieux objets. Des verreries aux incrustations multicolores, des centaines de poteries et d'amphores, des fragments de marbre sculptés, des statuettes de bronze, des bijoux et des monnaies, tous soigneusement emballés dans des caisses. Georges Cavadillas, secrétaire général pour la culture, est à bord pour célébrer le retour du trésor après 20 siècles d'absence. Tout sera pris en charge par le Musée national d'Athènes pour enrichir sa prodigieuse collection de chefs-d'œuvre antiques. Alors, est-ce que vous avez élucidé ce que c'est que ces pièces? Vous savez Non, ce que mais c'est? on a d'autres fragments. Vous pensez que c'est du mobilier, ça? Vous avez n'importe quoi? Je pense que ce sont des pièces de mobilier. Un lit. Là, Nicolas Zialouris et d'autres spécialistes examinent et évaluent les trouvailles de Cousteau. Ils comparent les morceaux de mobilier en bronze avec des objets analogues représentés ou décrits dans les ouvrages de la très riche bibliothèque du musée, où sont catalogués chaque statue et chaque fragment de ses collections. Quel travail! Sous la direction de Yalouris, les statuettes péniblement arrachées à la mer à Antikythère sont soigneusement étalées pour être examinées par l'état-major du musée. Une fois de plus, ils étudient les socles provenant d'Antikythère, chacun conçu pour permettre la rotation de la statue. Voilà notre base. Morceau par morceau, chacune des pièces se voit assigner sa place dans le temps, en rapport avec le contexte historique. Vous voyez un contour circulaire? Comme ça. Oui. Ah oui, circulaire. Les techniciens du musée apportent pour les comparer les bronzes récupérés en 1901 à Antikythère. Cousteau remarque que l'un des bronzes a perdu un membre. Oh! Le bras! Et il se souvient du petit bras. Où est-il le bras? Hein? Le bras. Il y a que cela, là, il y a le bras. Bon. C'est plus grand. Je suis pas sûr. Une fois nettoyé.
Après avoir rapidement essayé de les rapprocher, Yalouriz retient l'hypothèse que le bras appartient peut-être à l'ancienne trouvaille. Six mois plus tard, anxieux de suivre les travaux de restauration, Cousteau revient au musée d'Athènes, où l'attendent de remarquables nouvelles. Do we have the other statue that you had in the museum? Yes. And the arm that we found? And you remember we thought that it would fit. Is it confirmed? It is confirmed now. It fit exactly. Yes. So you intend to restore it, yes. As soon as the arm is well cleaned? Yes. We need some more work in the conservation of the hand, of the art. Tout d'abord, Cousteau est enchanté d'apprendre que le petit bras trouvé par la Calypso appartenait bien à la statue mutilée trouvée précédemment. Mais c'est la pile de monnaie qui est probablement la découverte la plus significative. Of great importance to us because, exactly, thanks to them, as you remember, is a column of coins which after the cleaning we found out that they belong to the group of coins of the city-state of Pergamon. And they are in silver? They are in silver, yes. And can we date them exactly? Yes, around 86 BC. Les monnaies sont en argent. Elles n'ont pas seulement permis de préciser l'époque de l'astrolabe. Papathanasopoulos assure qu'elles ont permis d'identifier l'origine et la date du naufrage d'Antikythère. Révoltée contre la domination de Rome, en 88 avant Jésus-Christ, la population de Pergame fut sauvagement châtiée 2 ans plus tard. Une expédition punitive pilla la ville et massacra ses habitants. Le butin, des statues, des objets d'art, des monnaies fraîchement frappées, puis embarquées sur le navire romain qui sombra sur le chemin de retour à Antikythère. Ainsi, paradoxalement, c'est un naufrage qui a rendu quelques nouveaux fragments de leur héritage à la contemplation des hommes. Parfois, ces vestiges sont tellement endommagés qu'aucune restauration n'est possible. Tout ce que nous ont laissé les vers marins, ce sont de grotesques caricatures des intentions de l'artiste. Et pourtant, il reste plus de marbre que de bronze. Ornant autrefois les rues et les places des cités grecques, presque tous les bronzes ont été détruits par un ennemi plus implacable que les vers marins, l'homme. Qu'importe quelques pierres en plus ou en moins. Un bras, un bijou, une pièce de monnaie, un instrument énigmatique trouvé quelque part. Peut-être n'est-ce rien. Peut-être est-ce plus important que nous puissions jamais imaginer. Ce sont des voix dans la nuit, évoquant un lointain épisode de la brève aventure humaine. Elles parlent des civilisations qui ont surgi et disparu. Grâce à elles, nous touchons à nos secrets commencements. Les hommes et les femmes d'un passé évanoui deviennent nos compagnons. Ils marchent à nos côtés.